Qu'est-ce que t'as fait? Rien. T'as entendu ce bruit? Oui. L'enregistrement audio du cockpit a donné aux enquêteurs le premier indice probant pour expliquer les raisons du drame. Le vol Loganair 670A sans moteur s'écrase en mer du Nord. Les 2 pilotes sont tués. Comment une double panne de moteur peut-elle arriver? Ça ne s'est jamais produit. Un crash s'explique rarement par un seul facteur. Le plus souvent, c'est une combinaison de circonstances. J'ai quelque chose. L'équipage a demandé un mécanicien avant le départ. C'est bon. Pourquoi? Est-ce qu'ils avaient un problème? Impact! Impact! Nous sommes à l'aéroport d'Édimbourg, en Écosse, par une après-midi d'hiver. Plusieurs appareils se préparent à décoller, parmi eux, le vol Loganair 670A. Cette compagnie était alors une branche de la British Airways. Loganair opérait une quarantaine d'avions, à la fois de transport de passagers et de fret, pour venir en soutien d'une population dispersée. Feu anti-collision. Anti-collision allumé. Carl Mason, 58 ans, et Russell Dixon, 29 ans, énumèrent la checklist de mise en route de leur appareil. Master démarreur armé. Lancement démarrage moteur. Moteur 2 OK. Le commandant de bord est très expérimenté. C'est un ancien de la Royal Air Force devenu pilote de ligne. 1, 2, 3. Russell Dixon, quant à lui, a jusque-là réalisé un parcours sans faute. Allumage. La jauge essence monte. Moteur lancé. 500, 600, 700. Les 2 aviateurs sont aux commandes d'un Shorts 360, surnommé la cabane, en raison de sa forme rectangulaire inhabituelle. Le Shorts 360 est un petit avion de court courrier, pouvant transporter 36 passagers et membres d'équipage, ou 8 tonnes 3 de fret. Il est très agréable à piloter. Le moteur droit tourne, mais cale subitement. On les retourne. Le générateur du moteur 2 s'est coupé. En général, il suffit de le rallumer. 9 fois sur 10, ça résout le problème. Séquence démarrage terminée. Stable à 73%. Encore? Appelle la maintenance. Ces avions-là font le coup de temps en temps. Le Shorts 360 possède 2 moteurs PT-65 Pratt & Whitney. Ils sont réputés robustes et fiables. Mais il arrive que leur générateur présente un défaut d'alimentation en courant continu, ce qui fait stopper les moteurs. C'est bon. Excellent, merci. Le mécanicien donne le feu vert au pilote. Loganair 670 Alpha autorisé à rouler TLA 5 Delta pour un décollage aux instruments. Logan 670 Alpha reçu pour TLA 5 Delta. Pendant le roulage vers la piste, Test mise en drapeau. ils terminent leur checklist. Drapeau OK. Pour ce vol, l'avion transporte environ 1 tonne de lettres et de colis à destination de Belfast, en Irlande du Nord. Ce vol, affrété par la poste britannique, doit durer 1 heure seulement. Pas variable maximum. Puissance maximum. Le Shorts s'élance sur la piste. 80 nœuds. Reçu. Et 1. Rotation. À 17h28,
Il quitte la piste en direction du nord-est. Train rentré. Dans ce genre de conditions, il est prudent de rentrer le train assez tôt. Lorsque les trappes du train d'atterrissage sont ouvertes, elles peuvent facilement accumuler du givre pendant la phase de montée. Le Loganair 670 met le cap vers la mer du Nord. Altitude? 1150 pieds. Ça moutonne pas mal en bas. Il y a l'air d'avoir du vent. L'équipage voit que la mer est agitée. Ils savent que le vent souffle très fort. D'ailleurs, ils sont secoués par d'importantes turbulences. Altitude? 2200 pieds. Au bout de 2 minutes de vol, les pilotes prennent des mesures préventives. Ils cherchent à éviter la formation de glace dans les moteurs et sur les ailes. Dégivrage enclenché. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Soudain, une perte de régime se fait ressentir dans les deux moteurs. On a une panne sur les deux moteurs. Couple à zéro sur les deux moteurs. Deux moteurs à l'arrêt. Carburant? C'est pas ça, on est à 3 tonnes. Sans moteur et à 490 mètres seulement du sol, les pilotes ont très peu de temps pour réagir. Avec la perte des deux moteurs, impossible de maintenir une altitude. La situation est critique. Le commandant vire à droite pour rejoindre la côte et chercher une zone d'atterrissage. Mayday, Mayday, Mayday. Logan 670 Alpha. Double panne moteur. Je répète, double panne moteur. Loganair 670 Alpha, j'ai bien reçu votre Mayday. Virez au cap 250. Le terrain est à 3000 au sud-est. Vitesse. 115 nœuds. On ne pourra pas relancer les moteurs. La procédure de remise en route en vol des moteurs prend entre 3 et 4 minutes pour un équipage bien entraîné. C'était impossible à réaliser. 1300 pieds. 110 nœuds. Privé de moteur, le Shorts perd rapidement de l'altitude. Altitude? 1200 pieds. L'aéroport se trouve à environ 5500 mètres. Aucune zone dégagée n'est visible sur la côte. Il ne reste qu'une solution, mais elle est risquée. On va amérir. Quitte à me retrouver dans un avion où les deux moteurs tombent subitement en panne, j'aimerais autant que Carl Mason soit le pilote aux commandes. Il a une expérience monumentale de vol dans des conditions hostiles et glacées de la mer du Nord. Vitesse 110 nœuds. On va se rapprocher le plus possible de la côte. L'idéal est de faire en sorte que le contact avec la surface soit aussi lent et souple que possible, tout en gardant le contrôle de l'appareil. Voilà leur mission. S'ils y arrivent, ils pourraient s'en sortir en un seul morceau. Vitesse relative 100 nœuds. Le pilote prépare l'avion aussi bien qu'il le peut. Il a augmenté l'inclinaison vers le haut pour réduire la vitesse. En faisant cet arrondi, on évite que le nez plonge dans l'eau et que l'appareil bascule en avant. Loganair 670 Alpha. On va amérir. Envoyez les secours. Terminé. Le message n'est pas passé. Loganair 670 Alpha, vous me recevez? Loganair 670 Alpha, à vous. Vitesse. 88 nœuds. 87. 86. Impact, impact, impact. Le Shorts s'écrase dans les eaux gelées à 65 mètres seulement du rivage. Les deux pilotes ne réussiront pas à sortir de l'épave. Au lever du jour, à marée basse, les enquêteurs peuvent enfin avoir accès à la carcasse de l'avion. Le poste de pilotage était très endommagé. Toute la partie arrière du fuselage a été arrachée.
La partie avant était plantée dans le sable jusqu'au moteur, le nez totalement écrasé. Qu'est-ce qui a pu causer l'arrêt complet de 2 moteurs quelques minutes après le décollage et tuer 2 pilotes chevronnés? L'organisme d'enquête sur les accidents aériens britanniques, l'AAIB, lance immédiatement les investigations. Envoyez-les-nous vite. L'épave de l'avion a pu être récupérée en grande partie. On commence par les moteurs. Le premier élément en notre possession était un message de détresse indiquant une panne des 2 moteurs. C'est donc là que nous avons commencé notre inspection. Pendant que les données des 2 boîtes noires sont téléchargées, les enquêteurs se penchent sur l'état des moteurs pour tenter de comprendre les causes du crash. Les pales ne sont pas tordues. Pas de moteur au moment de l'impact. Les 2 turbopropulseurs étaient à l'arrêt quand ils ont touché l'eau. Lorsqu'un avion percute l'eau alors que ses hélices tournent, ça entraîne une déformation latérale des pales, inverse au sens de rotation. Dans le cas présent, il n'y avait aucune trace de ces déformations. Une double panne moteur, c'est rare. Ça vient peut-être d'un problème mécanique ou d'un défaut dans les moteurs. On va les envoyer au fabricant. Nous avons déposé les moteurs et nous les avons expédiés à leur fabricant, à Montréal, afin d'établir si le crash pouvait s'expliquer par une défaillance mécanique ou un défaut de fabrication. La vitesse de décollage est normale. Les données de vol ont été récupérées. Les enquêteurs vont pouvoir scruter les paramètres des moteurs. Montée sans problème. 2 minutes. Regarde. Apparemment, les 2 moteurs s'éteignent en même temps. On a une panne sur les 2 moteurs. Couple à 0 sur les 2 moteurs. Ce genre de situation est le plus souvent dû à une erreur humaine. Une double panne s'explique souvent par l'arrêt accidentel de l'un des moteurs, suivi d'actions menées par les pilotes, se trompant de moteur dans la confusion et éteignant le second. En 1989, les pilotes du vol British Midland 92 ont coupé le mauvais réacteur à la suite de la rupture d'une aube 13 minutes après leur décollage de Londres. L'avion a décroché, 47 personnes sont mortes. Les pilotes n'auraient pas pu couper le second moteur aussi vite. L'arrêt des 2 turbopropulseurs, cette fois-ci, s'est fait avec quelques secondes d'écart, ce qui écartait l'hypothèse d'une erreur de pilotage. Comment les 2 moteurs peuvent s'éteindre aussi vite après le décollage? Les enquêteurs écoutent l'enregistrement audio du cockpit pour en savoir plus. Altitude? 2200 pieds. On actionne le dégivrage. Dégivrage enclenché. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. On a une double panne moteur. T'as entendu ce bruit? Oui. Je me demande ce que c'est. Je le remets. On actionne le dégivrage. Dégivrage enclenché. Qu'est-ce que t'as fait? Dès que le copilote allume le dégivrage, on entend une sorte de bourdonnement. Et 4 secondes plus tard, les 2 moteurs s'éteignent. L'enregistrement audio a permis de donner aux enquêteurs un premier indice important pour permettre d'expliquer les faits. Qu'est-ce que t'as fait? Rien.
Il y avait manifestement un lien entre le bruit entendu après la mise en route du dégivrage et la panne des moteurs. On a une double panne moteur. Couple à zéro sur les deux moteurs. Comment l'activation du dégivrage a pu entraîner l'arrêt des deux moteurs? Ça m'échappe totalement. Les enquêteurs examinent le fonctionnement du dégivrage du Shorts 360 afin d'établir s'il a pu jouer un rôle dans l'arrêt des deux turbopropulseurs. Ça vient peut-être des clapets. Des clapets, commandés par des vérins à l'intérieur du conduit d'air de la turbine, permettent de dévier le givre et la neige afin d'éviter qu'ils ne bloquent l'admission d'air. Ces clapets, une fois déployés, réduisent de 50% le flux d'air. Ils sont peut-être à l'origine de la panne. Pour le savoir, les enquêteurs vont comparer le bruit produit par le vérin de l'un de ces clapets avec celui audible dans l'enregistrement. Ça y ressemble. Le son émis par le vérin était tout à fait similaire à celui que l'on peut entendre dans l'enregistrement audio du cockpit. On va comparer les deux. Les enquêteurs ont la confirmation que le bruit entendu sur la bande est bien celui du vérin de clapet anti-givre. C'est le même. Ce bruit démontre que le système de dégivrage des moteurs fonctionnait normalement. Aucun autre mécanisme à bord de l'avion ne produit un son de la même fréquence. C'est donc bien celui émis par le système de dégivrage. Comment l'activation du dégivrage peut entraîner l'arrêt des deux moteurs? Ce n'est encore jamais arrivé. Les pilotes ont recours au dégivrage très régulièrement. Le dégivrage permet d'empêcher la formation de givre sur les ailes ou dans les entrées d'air des moteurs. Il permet à l'avion de voler normalement dans des conditions même difficiles. S'ils ont utilisé le dégivrage, peut-être qu'ils volaient dans de mauvaises conditions météo qui expliqueraient la panne. La réponse se trouve peut-être dans les bulletins météorologiques. 27 février. Le décollage a eu lieu à 17h28. Pas de précipitation, plafond à 4500 pieds, vent à 16 nœuds, température au sol à 2 degrés. Donc non, ce ne sont pas des conditions givrantes. Non. Et l'avion n'a pas volé assez longtemps pour accumuler du givre pendant le vol. Attends. Et la tempête qu'il y a eu pendant la nuit? Peut-être qu'elle a eu une influence? C'était une belle tempête. Avec de la neige, un vent froid. Cette tempête était terrible. Il y avait des rafales à 80 km/h. Et il a neigé pendant presque toute la nuit. Où était l'avion à ce moment-là? Il a atterri juste avant minuit à Édimbourg, le 26 février. Le crash a eu lieu le lendemain. C'est le moment où la tempête a commencé. Et l'avion a décollé à 17h28. 17 heures plus tard. Est-ce que l'avion a pu rester exposé à la tempête pendant toute sa durée? On va le demander au pilote qui a atterri à Édimbourg. Peut-être que l'équipage précédent a fait quelque chose ou remarqué quelque chose qui pourrait aider les enquêteurs à comprendre les éventuelles causes de l'accident. Que puis-je faire pour vous? Comment s'est passée votre arrivée à Édimbourg? Les enquêteurs auditionnent le commandant de bord du vol précédent.
La météo n'était pas très bonne. Il neigeait beaucoup et on a vu que ça allait empirer. On est allé se stationner au large au stand 31 avec d'autres appareils. Il s'est passé quelque chose de particulier pendant le vol? Non, rien du tout. Vous avez laissé l'avion. Et ensuite? On a fait le plein et ensuite on devait passer au dégivrage. Mais il y avait du retard, évidemment. L'avion devait être dégivré avant son prochain départ. À l'attention de tous les passagers. Mais l'aéroport a dû fermer. À partir de minuit, il y a eu de plus en plus de neige. Les opérations de dégivrage ont été interrompues. Et vers 2 heures du matin, la direction de l'aéroport a décidé de le fermer au trafic aérien. C'était la meilleure décision à prendre. Combien de temps vous êtes resté après la fermeture des vols? Quelques heures. À 6 heures du matin, vu que les vols n'allaient pas reprendre, on a sécurisé l'avion et on est parti. Comment l'avez-vous sécurisé? C'était juste avant le lever du soleil. Il y avait beaucoup de vent, du verglas et de la neige partout. Le pilote explique comment il a procédé. Nous avons des sangles qui permettent d'attacher 2 hélices par moteur au flanc du fuselage. Ça évite que le vent les fasse tourner en soufflant. Ensuite, on a signé notre fin de service et on est parti. Et les entrées d'air? Est-ce que vous les avez obturées? Les entrées d'air des moteurs peuvent être fermées par des bouchons. Ça évite que de la poussière, du sable, des particules, des insectes, de la neige ou autre pénètrent dans les moteurs quand l'avion est stationné. C'était prévu, mais on n'en avait pas. Ces bouchons d'entrée d'air sont disponibles à l'aéroport où est basé Loganair, mais pas à Édimbourg. Il était donc impossible de les installer. Bien. Ce sera tout. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Merci. C'est noté. Quand un appareil reste au parking longuement, il devrait être équipé de bouchons d'entrée d'air. Mais Loganair n'est pas basé à Édimbourg. La compagnie n'en a pas en stock sur place. Et il n'y en avait pas à bord non plus. On sait que l'avion était parqué ici, au stand 31, un peu avant minuit. Il neigeait déjà. Les vols ont été interrompus 2 heures plus tard à cause de la météo. Les enquêteurs reconstituent le déroulement de la tempête cette nuit-là. D'après le commandant de bord, à 6 heures du matin, la tempête faisait encore rage et l'équipage a sécurisé l'appareil. Partiellement, en laissant les entrées d'air exposées à la neige. Et l'équipage est parti. L'avion a redécollé 11h30 après avoir été sécurisé. À quelle heure la tempête s'est terminée? La neige a cessé à 9h52. Il y a eu encore des rafales à 60 km/h pendant quelques heures et la température est restée négative jusqu'en début d'après-midi. Ça fait 10 heures d'exposition à la neige et au vent. La neige a donc eu largement le temps de pénétrer dans les entrées d'air des moteurs. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Est-ce la cause de cette double panne? Cette exposition à des conditions météorologiques givrantes est-elle à l'origine du crash du vol 670A? La température, le vent. C'est ce que les enquêteurs commencent à suspecter. On était autour de 0 degré, avec un vent du nord-est en rafale à 80 km/h. 80 km/h. C'est un sacré vent. Dans quelle direction l'avion était parqué? Il était orienté pile dans le sens du vent.
Le vent glacé s'est directement engouffré dans les entrées d'air des moteurs pendant une dizaine d'heures. L'appareil est resté exposé à des conditions météo extrêmes, avec de la neige et des conditions verglaçantes, poussé par un vent soufflant tout droit vers les entrées d'air des turbopropulseurs, et qui sont allés s'engouffrer à l'intérieur. 10 heures. Ça fait beaucoup de neige. C'est vrai. Mais elle aurait dû fondre quand les moteurs ont démarré. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'est lié à un cumul exceptionnel de neige. Est-ce qu'une quantité anormale de neige a pu s'accumuler au point d'entraver l'admission d'air des moteurs? Mayday, Mayday, Mayday. Logan 670 Alpha, nous avons une double panne moteur. Je répète, double panne moteur. Ce qui ne facilitait pas le travail des enquêteurs chargés de cette affaire, c'est que quelle que soit la quantité de neige ou de glace dans les moteurs, elle a totalement fondu au contact de la mer. Impact, impact, impact! Les enquêteurs n'ayant aucun moyen de savoir quelle quantité de neige était présente, ils conservent la piste d'une panne moteur sans lien avec la météo. On a reçu le rapport d'analyse détaillé de Pratt & Whitney. Ils ont trouvé quelque chose? Aucun défaut concernant les moteurs. Après des recherches poussées, nous avons pu établir qu'il n'y avait aucune preuve de défaillance technique des moteurs. Et si c'était un pompage? Pourquoi pas? Ça peut se produire si l'admission d'air est diminuée. Le pompage est une diminution brutale du flux d'air dans la chambre de combustion. Il peut entraîner une perte de performance du moteur, voire même son arrêt total. Quel est le pourcentage de baisse de l'admission d'air pour entraîner un pompage? Je regarde. Les moteurs d'avion ont besoin d'un flux d'air assez constant pour fonctionner efficacement. Cette double panne moteur pourrait-elle avoir pour origine un appauvrissement en oxygène? Voilà. Pour que le compresseur se mette à l'arrêt, il faut que le flux d'air descende à moins de 22%. Donc, il faudrait que la neige ait obstrué l'air à 78%? C'est assez énorme. Une réduction de 78% de l'admission en air expliquerait l'arrêt des moteurs. Est-ce qu'il est possible que de la neige se soit accumulée au point de réduire l'admission de 78%? On va voir ça. L'hypothèse d'origine était que la neige se serait accumulée à l'intérieur des entrées d'air. Il fallait donc s'assurer que c'était possible pour la valider. Je m'occupe de la neige et toi du ventilateur? Les enquêteurs vont observer comment la neige peut s'accumuler dans ces entrées d'air. Nous avons fabriqué une réplique de système d'admission. Prêt? Et nous avons projeté de la neige à l'intérieur grâce à un extracteur d'air. Je vais voir où ça s'est accumulé. Tu vas pas me croire. Poussée par le vent, la neige s'est introduite non seulement dans les entrées d'air, mais elle a aussi réussi à remonter jusqu'en haut de la chambre de combustion.
La neige artificielle est parvenue à remonter jusqu'au sommet de la chambre de combustion. C'était la preuve que la neige poussée par le vent pouvait interférer avec le fonctionnement des moteurs. La chambre de combustion est remplie de conduites métalliques froides sur lesquelles la neige a pu se fixer. Il y a des durites, des câbles, des conduites, tout ce qu'il faut pour que la neige adhère et s'accumule. Dans la mesure où l'avion est resté exposé à ces conditions pendant plus de 10 heures, on pouvait tout à fait imaginer qu'une grande quantité de neige se serait accumulée sans être détectable. Mais comment cette neige a pu réduire de 78% l'admission d'air? Effectivement. Il faudrait un autre facteur pour arriver à ce pourcentage. Les crashs d'avions sont rarement dus à une seule cause. Il y a toujours un facteur primaire, suivi en général d'une multiplication d'autres facteurs. Que s'est-il passé entre la fin de la tempête et le décollage? J'ai quelque chose. Les enquêteurs poursuivent patiemment l'examen des derniers moments de l'avion. Les pilotes ont fait venir un mécano avant le départ. La question était, pourquoi l'équipage a demandé l'intervention de la maintenance? Quel était le problème à ce moment-là? On va appeler la maintenance. Vous êtes intervenu pour un problème particulier? Le mécanicien qui s'est présenté à ce moment-là a été convoqué par les enquêteurs. Ils m'ont appelé et je suis venu rapidement. Les pilotes auraient eu des problèmes au démarrage du moteur droit. On réessaie. Le générateur du moteur droit refuse de démarrer. Procédure de démarrage terminée. Stable à 73%. Encore? En fait, l'appareil étant privé d'un de ses générateurs, il ne produisait que la moitié de son énergie électrique. Les pilotes ont donc coupé le moteur et appelé un mécanicien pour qu'il découvre l'origine de la panne. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai refait les branchements du générateur et il a redémarré. C'est bon. Super, merci. Laissez tourner les moteurs 30 minutes. La panne étant réparée, les pilotes ont laissé les moteurs tourner. Je suis parti et c'est la dernière fois que je les voyais. Étant donné les conditions météo auxquelles l'avion est resté exposé toute la nuit, Pas variable maximum. Puissance maximum. les pilotes devaient chercher à avoir la certitude que les générateurs fonctionnaient bien. À 15h12, les pilotes signalent une avarie au mécanicien. Il arrive à 16h et réussit à redémarrer le générateur droit. Puis, à 16h30, les pilotes laissent les moteurs tourner 30 minutes. 30 minutes. Les enquêteurs s'interrogent sur l'effet du démarrage d'un moteur rempli de glace et de neige. La chaleur dégagée par les moteurs a dû faire fondre toute la glace contenue dans la chambre de combustion. Avec la gravité, elle aurait coulé vers le bas et se serait retrouvée dans la conduite d'entrée d'air. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'elle ait regelé à ce moment-là. Une fois les moteurs lancés, la glace fondue se serait accumulée sur la première surface plane qu'elle aurait touchée. En laissant les moteurs tourner 30 minutes, de l'air froid a pu être aspiré dans ces entrées d'air, gelant à nouveau l'eau stagnante. Ça suffirait? Mais cette accumulation aurait-elle pu boucher à elle seule l'entrée d'air à 78%? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre avant la panne? La dernière action menée a été la mise en route du dégivrage.
Altitude. 2200 pieds. Active le dégivrage. Dégivrage enclenché. Le dégivrage des entrées d'air fonctionne grâce à des aubes mobiles qui viennent entraver le flux d'admission. Quand les aubes sont déployées, il est réduit à 50%. Il aurait suffi que la glace accumulée dans le conduit l'obstrue de 20% pour que les moteurs s'arrêtent. La restriction du flux cumulé était suffisante pour entraîner un pompage du compresseur, une extinction des moteurs et la perte totale de puissance. Les deux pilotes étaient parfaitement qualifiés. Mais ce jour-là, il y a eu une suite de circonstances qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Les deux pilotes sont arrivés à l'aéroport bien après la fin de la tempête de neige. Feu anti-collision. Anti-collision allumée. Ils ne pouvaient pas savoir que les moteurs étaient pleins de neige. Il n'y en avait plus du tout sur le fuselage. Début de la procédure de démarrage. Démarreur armé. Ils ont agi parfaitement avant le décollage. Ils n'ont pas commis de faute. Et après la panne des moteurs? Les pilotes auraient-ils pu sauver l'avion et leur vie? Vitesse. 115 nœuds. On ne pourra pas redémarrer. On va amérir. C'est la dernière minute de vol. Les données de vol enregistrées dans la boîte noire vont indiquer si l'équipage a suivi la bonne procédure d'urgence. Après une panne moteur, il faut essayer de redémarrer le plus rapidement possible. Il devrait y avoir une checklist pour ça. On a une double panne moteur. Couple à zéro sur les deux moteurs. Double panne. La seule checklist disponible ne prévoit que la panne d'un moteur. Ils perdent rapidement de l'altitude. Le commandant de bord a dû comprendre qu'il n'aurait pas le temps de redémarrer. Vitesse. 115 nœuds. On ne pourra pas les relancer. 1300 pieds. 110 nœuds. Ils n'avaient pas le choix. Altitude. 1200 pieds. On va amérir. Les pilotes ont-ils tout fait pour tenter un amérissage réussi? Amérissage. Pas de procédure pour un amérissage sans moteur. Amérissage sans hydraulique? On n'a pas de volet. On va essayer de ralentir le plus possible. Sans moteur, le système hydraulique n'est plus alimenté. C'est ce qui permet de déployer les volets. Ça implique que l'amérissage allait se faire à une vitesse bien supérieure à ce qu'il aurait été souhaitable. Au moment de l'arrondi, je vais cabrer à 9 degrés. J'oublie quelque chose? Non. Sans volet, la seule solution pour réduire la vitesse est d'augmenter l'angle d'attaque de l'avion avant de toucher le sol. Ils ont bien agi. Le pilote a tenté de réduire la force de l'impact avec les ressources en sa possession. Il faut juste espérer que l'avion glisse sur l'eau sans rien brusquer. Vitesse 110 nœuds. On va se rapprocher le plus possible de la côte. Plus la vitesse est réduite, plus l'amérissage est sûr. Pour réussir un amérissage, il faut que les ailes soient à l'horizontale. Et c'était presque le cas. Vitesse. 88 nœuds. Quand l'avion a touché la surface, l'axe des ailes était de 3 degrés par rapport au plan. C'est une inclinaison infime.
Entre le moment où le problème a été identifié et celui où l'avion a touché la surface, le commandant de bord a parfaitement réagi. Les pilotes sont restés calmes et ont suggéré les priorités. L'expérience du commandant de bord était un atout. Impact, impact, impact. J'ai beaucoup d'admiration pour cet équipage. Ils se sont retrouvés dans une cascade d'événements imprévisibles. Ils ont géré la situation avec talent, aussi bien que n'importe quel équipage aurait pu le faire. Cette enquête a révélé que Loganair n'avait pas prévu de checklist pour une double panne moteur ni pour un amérissage sans moteur. La conséquence de cet accident a été la perte tragique de 2 pilotes qui ont fait de leur mieux pour suivre les procédures. La compagnie aérienne a également manqué à son devoir en ne communiquant pas suffisamment sur les procédures de protection contre les conditions météorologiques extrêmes. Si Loganair avait suivi les recommandations du constructeur et embarqué des bouchons d'entrée d'air à bord de ses shorts pour que l'équipage puisse les mettre en œuvre, cet accident ne se serait pas produit. Les enquêteurs ont recommandé une meilleure formation des pilotes à la possibilité de givre à l'intérieur des moteurs. La mesure la plus importante, selon moi, a été de sensibiliser les pilotes à l'apparition de givre ou de neige dans des endroits impossibles à voir au moment de la visite pré-vol, en regardant simplement dans les entrées d'air des moteurs. C'est un accident tragique. Un concours de circonstances a scellé le destin de ces 2 pilotes, alors que le drame aurait pu être évité.